C'est ce tableau que je voulais vous montrer de Richard Paul Lausen. Donc, ce mouvement des concrets suisses était pour moi extrêmement important parce que c'est tout un groupe de peintres qui ont voulu que leurs peintures fournissent leurs clés de fonctionnement, leurs clés d'appréhension, que d'une certaine façon l'observateur soit au même niveau que le peintre, celui qui a créé la chose, et qu'il puisse comprendre pourquoi il a mis ces couleurs-là, ces formes, etc., ce dispositif. Donc là, vous voyez, si vous regardez bien chaque bande, vous pouvez constater que l'ordre des couleurs est toujours le même, vert, bleu, violet, mauve, marron, jaune, sauf que ça se décale. Hein. Et en se décalant, donc vous avez bien violet, mauve, et vous voyez que le mauve rétrécit et que le violet s'agrandit. Et pareil pour la bande du dessous. Hein. À chaque fois, on se décale, une couleur se rétrécit, une autre s'agrandit. Eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas continuer. On arrive à quoi? On arrive à que des carrés. Il y a donc une moitié des couleurs qui va disparaître. Vous voyez? On va avoir des carrés entiers. Et la couleur qui va disparaître, c'est quelque chose de très particulier, puisque c'est moi ce que j'appelle la congruation de l'absence. C'est-à-dire que dans ce dispositif, il a construit une absence qui est réellement absente. Vous voyez? Ça n'est pas quelque chose qui est simulé. Ce n'est pas de la fiction, elle est réellement absente. Hein? Donc, c'est un dispositif très intéressant, ça aussi. Vous voyez? Est-ce que je suis clair ou pas? Vous pouvez simuler une présence. Hein, vous filmez quelqu'un qui sort du champ. Bon, vous simulez une présence, puisqu'il n'est plus là. Et vous pouvez aussi congruer une absence. Quelqu'un qui est réellement absent. Hein? Donc il faut une construction pour ça. Alors vous allez très bien comprendre quand je vais vous passer l'extrait du Tarkovsky qui fait exactement la même chose. Hein? Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'on peut retrouver les mêmes fonctionnements dans des dispositifs très très différents. Et Ivan est un jeune garçon qui est un espion russe auprès des nazis, et on va découvrir là le soldat russe adulte là, que vous voyez, c'est donc la fin de la guerre. Il est dans un endroit qui a été bombardé, et il retrouve des documents nazis qui rendent compte des gens qu'ils ont exécutés. Il va donc tomber sur un document qui lui montre que Ivan a été tué. Et puis voilà, il se passe des choses dans sa tête, et vous allez voir de quelle nature. Gleich werden wir dir was beibringen. Kannst du ein bisschen die Beine bewegen, du? Geh schon. Du dreckiger Partisan. Précédemment, on a vu des documents qui ont été filmés, enfin des documentaires, quoi, enfin des images de la réalité de l'époque, où on voit notamment je ne sais plus combien, il y a 8 filles, c'est qui a tué toutes ces filles-là? Göring ou... Comment? Goebbels? Voilà, on voit notamment toutes les 8 filles de Goebbels qui ont été assassinées par son propre père. Voilà, donc ça nous met dans l'ambiance. À la fin, on bascule dans un rêve d'une autre nature. Donc vous voyez, on est dans sa tête, donc ça aussi c'est une forme de paraperceptuel, mais la sonore, puisque ce ne sont pas des stimuli externes là, qui sont enregistrés, c'est bien des choses qu'il invente et que l'on entend comme on peut. C'est une sorte de point de vue subjectif sonore, de point d'écoute, disons. Hein. Et donc vous voyez qu'il essaie de reconstituer ce qu'il a, des discussions entre les nazis et puis ce qui a pu arriver à ce pauvre Ivan, et à partir de la chambre de torture qu'il a sous les yeux, on imagine ce qui a pu se passer. Et donc on passe d'abord par un plan là pour le coup subjectif. Hein. Vous avez à un moment donné, la caméra tourne, hein. Donc c'est comme si on était à la place de la tête d'Ivan quand il a été décapité, et on comprend ensuite en voyant l'acteur, là pour le coup, tourner sur lui-même et cadrer
la tête est coupée uniquement par le cadrage. On voit bien qu'il n'essaye pas de nous faire croire que c'est une vraie tête coupée, donc il nous rend complices de la chose. Vous voyez bien que là, on est dans le même dispositif que le tableau de Richard Paul Lozer. Il y a quelque chose aussi d'équivalent avec le film de Méliès, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a deux lectures simultanées, là aussi. On sait que l'acteur était vraiment entier, et qu'on l'a cadré. Donc vous avez bien une simulation d'un hors-champ, donc d'une présence hors-champ. Et dans la fiction, puisque là on sait qu'il n'a plus de corps, que la tête est seule, on doit imaginer une coïncidence entre une absence de corps et puis l'absence réelle qu'il y a autour de l'écran. Donc il y a bien une congruation de l'absence, et en même temps, dans la fiction, et en même temps une simulation de présence hors champ dans le réel qui a été le tournage qui a eu lieu en même temps. On nous demande de penser aux deux, vraiment, sinon on ne ferait pas ça comme ça. Donc on est complice et actif, et on doit simultanément voyez, articuler les deux opérations. Mais voici quand même un tableau de Mantegna très connu et qui pose problème et que personne n'a résolu. Et c'est là où je trouve intéressant mes concepts, parce que ça permet, évidemment, vous avez peut-être d'autres idées, on peut discuter, mais ça permet au moins de comprendre pourquoi ce corps en raccourci, c'est le nom qu'on utilise quand on fait des perspectives accentuées, pourquoi ce corps en raccourci a des pieds si petits. Ce qui n'est pas du tout logique dans un dispositif de perspective. Alors j'ai vu personne arriver à résoudre ça, et mon hypothèse, évidemment ce n'est qu'une hypothèse, mais qui repose sur les concepts que j'ai élaborés et qui montrent qu'ils peut-être tiennent le coup, c'est que cette position est là. Alors il faut savoir, Mantegna, c'est un des peintres qui m'a fait comprendre ce que c'était que la congruation et la simulation. Il n'arrête pas de jouer avec ça. Donc ça m'a évidemment aidé, ça m'a mis sur la voie. Donc pourquoi met-il ce corps dans cette position? C'est pour exhiber les stigmates. Vous voyez que les mains ont des positions quand même extrêmement tordues, pas du tout naturelles. On a vraiment forcé. Il n'y a aucune raison que ce cadavre ait pu avoir ses mains dans cette position, et que les pieds sont, pour être, si vous voulez, touchés, s'il y avait une vitre devant le tableau, ils pourraient quasiment toucher la vitre, et donc se trouver dans le même plan que le tableau. Alors, qu'est-ce que c'est que ces stigmates? Ce sont les endroits où il a été atteint dans sa chair humaine. Vous savez que ce personnage a la particularité d'être à la fois un homme et un dieu. Moi je suis athée. Je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est intéressant. S'intéresser à tous ces procédés formels permet de s'intéresser à des choses qui ne nous concernent pas nécessairement au niveau de leur contenu. Ça c'est fondamental. Moi je connais des gens qui refusent, vous voyez, de s'intéresser au Bernin parce qu'il a été aidé par des papes, vous voyez. Il y a plein de gens comme ça. Ou bien parce qu'ils vont s'intéresser qu'à ce qui concerne leur religion, ou au contraire, refuser ce qui n'est pas. S'intéresser au procédé formel et l'intelligence des opérations effectuées, ça permet de dialoguer et de mettre de côté tous ces contenus qui nous font chier et qui nous divisent tout le temps. Donc c'est extrêmement important ce que je dis. Extrêmement important. Donc moi je peux m'intéresser à ces tableaux alors que je me fiche complètement du Christ en tant qu'individu qui aurait existé, qui aurait ressuscité, tout ça. Par contre, en tant que fiction, ça m'intéresse comme n'importe quoi d'autre. Vous voyez? Pourquoi pas on accepte des tas d'autres choses, dans les super-héros, des choses encore pires. Pourquoi pas quelqu'un qui sera à la fois Dieu et homme. On le fait dans les... Finalement, d'une certaine façon, on n'arrête pas de le faire dans les films américains ou dans les BD de Marvel. Bon, je pense que personne ne croit que c'est la réalité. Donc voilà. Donc on peut très bien s'intéresser à ces opérations. Et donc là, s'apercevoir qu'en fait, ces stigmates sont la partie humaine et donc qui coïncident avec notre réalité. Et donc s'il les met dans le plan, le tableau réel, c'est que donc ça va coïncider.
et donc créer des congruations. Vous voyez? Donc il travaille la congruation pour les parties humaines où le personnage a souffert, et le reste étant de l'ordre de la simulation dans la perspective de sa partie divine qui va s'échapper dans d'autres lieux, si vous voulez. Voyez? Et du coup, puisque ses mains et ses pieds sont disposés dans le même plan, on peut très bien les rabattre. Voyez? Et les pieds n'ont pas besoin d'être plus grands, puisqu'ils constituent finalement les mêmes plans et qui sont dans la congruation dont je vous ai parlé. Voilà, c'est une hypothèse, mais elle me paraît assez valable, et en tout cas c'est la seule qui existe pour l'instant. Donc voilà. Et c'est pour montrer à la fois que ces outils sont quand même assez intéressants et permettent de résoudre des énigmes qui demeurent toujours irrésolues, et d'autre part de se confronter. Et ça, je vous ai dit ça, je ne m'en suis même pas rendu compte que je m'intéresse à des trucs formellement, alors que je ne me rends même pas compte que du coup, il y a plein de contenus dont j'ai rien à foutre finalement. Vous voyez? Et en fait, c'est très important. C'est très très important. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Et qui permet d'avoir quelque chose de commun entre nous, et de mettre de côté. Je vois qu'un équivalent là récemment qui me donne de l'espoir, c'est les Gilets jaunes. Ils travaillent sur le commun, ils travaillent sur l'hyperdémocratie, ils travaillent sur... Ils mettent de côté tout ce qui pourrait les diviser. Petit à petit, ils ne l'ont pas fait tout de suite, mais c'est vraiment leur démarche, et voilà, je vais travailler là-dessus d'ailleurs, j'ai commencé à me rapprocher d'eux et faire des choses, mais c'est peut-être la seule chose à l'heure actuelle qui peut me donner confiance et qui est de même nature finalement que ces choses dont je vous parle. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Si, il y a les musiciens, les compositeurs qui sont privilégiés parce qu'ils se fichent de l'argent, ils ne gagnent pas d'argent, ils ne se prostituent pas comme les cinéastes ou les artistes qui sont prêts à faire n'importe quoi pour des sommes colossales. Évidemment qu'il y a des gens marginaux, vous avez compris ce que je veux dire. Donc les compositeurs contemporains, j'ai beaucoup d'amis dans ce domaine, c'est pas par hasard. S'ils font ça, c'est parce que ils sont vraiment motivés par leur art et pas corrompus par des sommes d'argent et par le néolibéralisme ou les lois du marché. Alors, en attendant de faire des liens entre les pratiques artistiques telles que je les envisage avec mes concepts et ma théorie, donc entre les Gilets jaunes et cette théorie, on peut prendre des exemples à l'intérieur même d'une œuvre pour montrer comment les opérations s'articulent alors qu'elles sont hétérogènes a priori, comment on peut faire un certain travail qui les relie et crée des ambiguïtés assez intéressantes qui éliminent les frontières, disons, entre ces opérations habituellement. Donc, par exemple, il y a une bande dessinée de Fred qui s'appelle Philémon, et donc lui, il est coutumier de jouer avec les codes de la bande dessinée pour sortir des carcans narratifs réalistes habituels. Et donc, dans cette bande dessinée, dans la première page, on voit un personnage qui tape avec son bâton, et il fait apparaître un son qui apparaît avec une onomatopée, boum, et il s'agit dans cette histoire, à chaque fois, d'essayer et même de parvenir à se transporter sur les lettres de l'océan Atlantique telles qu'elles apparaissent dans les cartes. Donc les lettres, en fait, sont des îles, finalement, qui existent réellement. Ce n'est pas simplement une inscription qui apparaît sur la carte pour désigner l'endroit où on se trouve, mais elles sont bien concrètes, et donc il faut trouver un moyen à chaque fois pour y aller. Donc en faisant apparaître le boom, le haut va être privilégié, va permettre d'aller sur le haut de l'océan pour les personnages qui vont y être transportés. Alors il tape avec son bâton, le boom apparaît,
Et il va servir de ce boom finalement de plusieurs manières à la fois, simultanément. D'abord, évidemment, il y a le boom de l'ordre de l'assignation, c'est-à-dire le rapport arbitraire qui existe dans la langue. Les lettres utilisées pour ce son sont totalement arbitraires. Il faut connaître le code, être francophone, etc., pour comprendre que ces lettres qui forment les lettres B, O, U, M vont pouvoir créer le son boom qui renvoie donc à un son particulier qui évidemment n'a pas non plus grand rapport avec cette onomatopée. Et donc là le lien est donc arbitraire, hein, c'est une assignation d'après mes termes, mais en même temps on voit que le boom se répercute dans plusieurs cases et s'agrandit. Et là, on change d'opération, on est dans l'évocation, puisqu'on a une analogie entre un signe dessiné et puis un son qui serait de plus en plus grand. Hein, les signes dessinés, enfin les lettres, sont de plus en plus grandes et le son équivalent serait également de plus en plus grand. Donc il y a bien une analogie, mais entre des domaines distincts, entre du visuel et du son virtuel, un son évidemment dans notre tête. Donc là, on avait une assignation rapport arbitraire. Là, on a un rapport analogique, mais entre des domaines différents. Et en même temps, on va avoir une figuration, puisque les lettres, enfin le haut notamment, est également un objet concret qui est du même ordre que les personnages qui vont pouvoir d'ailleurs s'installer dessus. Et donc, le boom va se répercuter dans la page d'après, transporter les personnages, et alors là, dans la deuxième page, Fred joue sur la convention de la BD qui stipule qu'on fait plusieurs dessins, un dessin différent dans chaque case, mais on suppose que c'est toujours les mêmes personnages, toujours les mêmes objets qui se déplacent. Donc ça serait le même boom qui se déplacerait comme pour la première page avec les personnages dessus, mais là il y a quelque chose qui se passe, c'est que dans la dernière case qui est en dessous, qui est plus grande, on voit un éléphant canon qui a envoyé un boulet, et on voit les conséquences de la fumée. On voit bien que c'est après le coup d'envoi de ce boulet. Par contre, sur la troisième case qui est en haut, la fumée est raccordée justement à un des booms, à une des occurrences du boom, et là on comprend qu'il s'agit d'un autre boom finalement. Et donc c'est à la fois la continuité du boom qu'on avait vu, et en même temps un nouveau boom qui vient plus du coup de bâton, mais de l'enclenchement du boulet par l'éléphant canon. Donc il joue sur des raccords multiples finalement. À la fois il y a on doit, comme d'habitude en BD, virtualiser une continuité et donc insinuer qu'il y a un seul boom qui se déplace. Et en même temps, il joue avec le fait qu'il y en a plusieurs, ce qui est effectivement le cas, mais d'habitude sur un autre registre. Et là, les deux se mêlent et créent des relations qui font éclater les frontières, comme je le disais tout à l'heure, et qui instaurent ce qu'on appelle une métalepse. C'est-à-dire une métalepse, c'est quand il y a des niveaux qui d'habitude étaient séparés, qui finissent par communiquer, interpénétrer ou se relationner. Et ce qui me permet de parler de l'exemple suivant, qui est issu d'un film de Richard Fleischer, qui s'appelle L'étrangleur de Boston. Dans cette séquence, le criminel, celui qui est interrogé dans un commissariat pour les crimes qu'il a commis, donc il a tué plusieurs femmes. Le commissaire lui pose des questions, et qui est joué par Henry Fonda, et Tony Curtis, l'acteur qui joue le rôle du meurtrier, commence à parler de ce qui lui est arrivé, et on voit que sa phrase se poursuit
dans des lieux du passé, il est avec sa petite fille, et donc les phrases se raccordent bizarrement, comme s'il continuait de raconter, de poursuivre son récit alors qu'on a changé de lieu et de temporalité. Et puis alors il y a surtout un événement considérable, puisque dans la voiture où il se trouve, ou après dans le couloir des lieux où il a commis ses crimes, on retrouve le commissaire qui, bien entendu, ne devrait pas être là, et qui crée donc une métalepse extrêmement forte, qui nous perturbe beaucoup au niveau narratif, et qui crée donc des imbrications de temps et de lieux absolument considérables, qui nous obligent à réfléchir et à remettre en cause les principes réalistes qui font qu'on oublie les principes formels en général pour être uniquement dans le contenu et l'histoire. Ce qui crée, bien entendu, une distanciation aussi par rapport au sujet qui est assez violent. Et puis, il y a aussi une BD évidemment très très connue, mais sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, qui s'appelle Watchmen, dont le scénariste est Alan Moore, et qui crée aussi des raccords entre des récits a priori hétérogènes, et très souvent les récits s'interrompent ou s'imbriquent, disons. Et là, je voudrais montrer un exemple de raccord, de transition entre deux pages. En bas de la première, alors il y a déjà, c'est assez complexe, puisqu'on voit un vendeur de journaux qui a un kiosque, qui discute avec l'une de ses clientes, qui est une chauffeuse, une conductrice de camion, et qui veut lui demander d'accrocher une affiche qui est une affiche de militante contre le viol des lesbiennes. Alors il y a un petit garçon assis qui lit une bande dessinée en même temps, et cette bande dessinée qui concerne une histoire de pirates. On voit le texte apparaître dans la même case que les phylactères qui concernent les dialogues entre le vendeur de journaux et la conductrice de camion. Et donc ça crée déjà une certaine complexité, et on se rapproche progressivement du contenu de la bande dessinée que lit le petit garçon qui fume en même temps, et on voit apparaître le naufragé qui est sur un radeau qu'il a construit avec un requin mort, et on voit bien que ce requin forme un triangle, et sa bouche apparaît au milieu comme un cercle avec les dents qui se réfléchissent dans l'eau, et on retrouve dans la case d'après l'affiche que le vendeur de journaux doit accrocher, où il y a les symboles concernant donc l'action militante de la femme, où l'on voit un triangle rose qui représente donc qui symbolise l'homosexualité. Ensuite on voit le symbole de la femme, le cercle avec la croix, et puis à l'intérieur un signe d'agressivité qui rappelle les dents, comme le cercle rappelle la bouche et le triangle le requin en général. Donc là on voit un raccord qui se fait entre deux récits qui ne devraient pas interférer. Et surtout dans la dernière case, alors on voit un cadrage tout à fait particulier avec le vendeur de journaux qui accroche l'affiche au fond de l'image sur son kiosque, la camionneuse qui s'en va au premier plan avec un journal qu'elle vient d'acheter, et le petit garçon qui continue de lire assis en bas de l'image à gauche avec sa cigarette allumée. L'image d'après est constituée avec le même type de construction, d'organisation des éléments. Il y a un des flics, on est dans un commissariat cette fois, un des flics accroche une affiche également avec un triangle et un Bouddha à l'intérieur, qui correspond
à une autre histoire que je ne vais pas détailler là. Le deuxième flic est au premier plan comme la camionneuse, donc celui-là, le premier était à la même position que le vendeur de journaux qui accroche son affiche. Au premier plan, on retrouve également la même position par rapport à la camionneuse, mais pas avec le deuxième flic qui tient également un papier dans les mains. Et alors, à la place du petit garçon, il y a un téléphone. Et on peut remarquer un voyant, un clignotant rouge, qui signale que le téléphone est en train de sonner. Et alors là, on se dit, mais alors, il y a quand même une construction identique, etc. Pourquoi une telle différence à cet endroit? Eh bien, on peut, en fait, en regardant de plus près, on peut même superposer les images si on veut, on s'aperçoit que ce voyant, ce clignotant rouge, correspond exactement à la cendre de la cigarette du petit garçon dans l'histoire précédente. Et donc la connexion est absolument parfaite, mais ça demande évidemment à l'observateur, au lecteur, une attention particulière, d'autant que la cendre elle-même n'est pas dessinée. On ne voit que la fumée sortir de la cigarette. Et donc il faut quand même compléter dans sa tête, ça demande un effort de virtualité. Donc voilà, là aussi une manière d'articuler des choses qui ne devraient pas, disons, communiquer et qui créent des choses qu'on peut développer ensuite, le téléphone étant un moyen de communication et le petit garçon lui-même créant des liens avec une BD interne. Alors, ça, voilà, donc des éléments qui peuvent non seulement nous éveiller et nous rendre attentifs à des opérations qui sont à l'intérieur de ces domaines artistiques, sont des prises de conscience et puis des moyens d'éliminer certaines barrières traditionnelles, mais qui peuvent devenir des exemples pour être appliqués dans la vie de tous les jours, dans la politique, etc. Je pense que ce serait bien de prendre des leçons, de tirer des leçons et de se référer à beaucoup de choses qui sont arrivées dans les pratiques artistiques pour éventuellement avancer dans ce qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on réfléchit beaucoup à la manière, par exemple, de représenter le peuple. Eh bien, on pourrait peut-être utiliser tout ce qui s'est passé en matière de représentation dans les pratiques artistiques qui ont quand même beaucoup réfléchi et mis en pratique ces choses-là. Alors, pendant mon intervention à la base, qui n'a pas pu être filmée en entier, c'est pourquoi je fais un complément aujourd'hui. Il y a eu des questions qui ont été posées et on m'a demandé d'écrire plus précisément le tableau de Richard Paul Lose dont j'avais parlé. J'ai peut-être été un petit peu trop rapide. Donc le principe est le suivant. Ce tableau est constitué de trois bandes en fait, avec une succession de couleurs toujours identiques, vert, bleu, violet, mauve, orange, jaune, mais qui se décalent à chaque fois et qui est construit de telle façon que une couleur sur deux devient plus grande et les autres couleurs deviennent plus petites. Donc à la dernière, dans la bande la plus basse, le orange, le vert et le violet deviennent très très importants, et le jaune, le bleu et le mauve sont réduits à très peu de choses. On peut se contenter de ça, bien entendu, mais ce qui est intéressant, c'est que on peut également prolonger le principe. Il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Donc on peut très bien imaginer une quatrième bande qui serait hors champ, où l'on ne verrait plus que alors là, puisque sa conduite se décalait, il y aurait vert, violet et orange qui formeraient des carrés, parce qu'à chaque fois, c'est des proportions... disons que les deux couleurs tiennent toujours dans un carré. L'une des couleurs, au début, les couleurs ayant toutes la même largeur, et puis une couleur sur deux devenant de plus en plus grande, l'autre plus petite. À la fin, eh bien, on pourrait avoir donc des carrés
vert, violet, orange, qui serait entier, et puis le jaune, le bleu et le violet qui serait donc qui aurait disparu et qui serait donc virtuel. Mais en fait, ce qui serait virtuel, c'est leur absence. C'est ça qui est intéressant. Donc, on aurait donc une congruation de l'absence, comme on peut la voir avec le film de Tarkovsky dont j'ai parlé, où le corps d'Ivan. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer donc ce que j'ai montré, c'est qu'on peut faire des liens entre un tableau abstrait et un film figuratif, en montrant qu'il y a des opérations finalement identiques. Le corps de l'acteur qui joue Ivan étant donc présent virtuellement, puisqu'on sait que pendant le tournage il était là, et donc en revanche il y a une virtualité de l'absence une congruation de l'absence qui correspondrait au corps absent, puisqu'il est censé avoir une tête coupée que l'on voit rouler dans le cadre. Donc voilà, le tableau de Richard Paul Lose nous permet finalement, il fait partie de ce groupe qu'on appelle les concrets suisses, qui sont très attentifs au fait qu'on puisse reconstituer les opérations effectuées par l'artiste, qui mettent sur le même plan l'observateur et donc le concepteur. Et donc ça, c'est déjà un acte très politique et très, très intéressant au niveau de l'observation et de la perception, mais qui permet aussi d'inciter cet observateur à compléter, à poursuivre le travail effectué et à imaginer dans sa tête des choses souvent assez complexes et on pourrait dire délicieuses.